Eh bien bonjour, bienvenue dans Transformer. Bonjour Norbert. Et aujourd'hui, on va aller affronter les conséquences de nos mauvaises décisions. Et pour ça, j'aimerais qu'on rejoue un truc. C'est le fameux interview de Richard Branson, le célèbre PDG de Virgin. Mmh. PDG de Virgin qui, disons-le clairement, a eu des succès énormes pendant une trentaine, quarantaine d'années. C'est vraiment, de ce point de vue-là, un groupe tout à fait remarquable avec une très grande diversité d'activités, toutes n'ayant pas été, loin s'en faut, des succès. Oui. Donc lui, au moins, on peut dire qu'il a eu des succès et des échecs. Et il est resté quand même pendant 30 ans. Ah, mais il y est toujours. Il y est toujours, mais je veux dire, il a eu des superbes réussites. Et pour ça, eh bien, on va rejouer ce célèbre interview. Voilà. Bonjour Richard. Bonjour. Comment expliquez-vous l'incroyable succès de votre entreprise? C'est très simple, ça tient en 2 mots, les bonnes décisions. Mais comment alors arrivez-vous à prendre des bonnes décisions? Ah, c'est simple, ça tient en un mot, l'expérience. Mais alors, du coup, comment vous avez pu cumuler autant d'expérience? Ah bah c'est simple, ça tient en 2 mots, les mauvaises décisions. Et tu vois Julien, c'est ça que je trouve génial dans cette interview qu'il a donnée il y a bien des années, c'était à la fin des années 90, c'est que finalement, il explique son succès par les échecs. Il y a vraiment quelque chose d'absolument indispensable à intégrer, et j'ai la chance dans le métier commercial de l'intégrer. Alors là, de gré ou de force, c'est forcément dedans. Le métier commercial est le métier dans lequel le taux d'échec est le plus élevé de tous les corps de métier de l'entreprise. Comme je dis souvent, on gagne une affaire sur 3, on fait déjà partie des très bons. Et ma statistique personnelle doit être autour de ce chiffre, 30, peut-être 35% et encore. Richard Branson, voilà quelqu'un qui a lancé plus d'une trentaine d'entités au sein du groupe Virgin. Alors évidemment, les plus connus, c'est Virgin Music, Virgin Megastore, mais aussi Virgin Atlantic, la compagnie aérienne, et Virgin Galactic, la compagnie qui a tenté d'aller dans l'espace, qui a tenté, je dis bien, parce que là, pour le coup, un premier échec. Les Virgin Megastore qui ont été des succès phénoménaux à la fin du XXe siècle et qui se sont fait complètement bouffer par le e-commerce, Amazon entre autres, qui les a fait fermer les uns après les autres. Ce que je trouve absolument dingue et vraiment exemplaire avec le groupe Virgin et Richard Branson, c'est cette capacité, cette autorisation qu'il se donne de tenter des choses et parfois de les rater. Mais oui, parce qu'en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que beaucoup de personnes ont un focus sur l'échec. Ils veulent éviter l'échec. Il y a, dans le domaine de la PNL, il y a un présupposé qui dit qu'il n'y a pas d'échec. Il y a un feedback qui nous permet de nous améliorer. Si je suis focus sur l'échec, c'est-à-dire que je vais être en logique d'évitement de l'échec. Je me prive d'un apprentissage. Je me prive d'une connaissance. Je me prive d'une expérience qui va me permettre, cette expérience, cet apprentissage, de grandir. Peut-être que je vais pas réussir du premier coup à faire le truc. Par contre, j'ai déjà un indicateur qui s'est installé. J'ai un feedback qui va me revenir. Et à la deuxième tentative, eh bien, je vais garder cet apprentissage en tête et je vais corriger le tir. Et donc, du coup, on peut se dire, ouais, mais il a tenté ça, il a fait ci, ça a pas marché. Qu'est-ce qu'il a appris? Moi, tu vois, en entretien, quand j'accompagne les dirigeants sur le recrutement, alors je suis pas chasseur de tête, mais je les accompagne dans les processus de recrutement et je vais poser des questions aux candidats. Je vais très rapidement leur poser la question: quels ont été vos 3 plus grands échecs dans votre expérience professionnelle? Cette question, elle déstabilise. Je vais te donner un chiffre, à peu près 60% des gens vont me répondre à côté. Ça me permet de faire un tri. Elle est pas facile à répondre, cette question. Si je te disais là tout de suite maintenant, Norbert, quels ont été tes 3 plus grands échecs dans ta vie professionnelle?
Bah, justement, pour le coup, moi, ça m'est facile parce que, Oui, justement, des échecs, j'en vis potentiellement tous les jours et que, justement, je suis dans ce mindset de me dire: «Qu'est-ce que je peux tirer de cela?» c'est ça. Il y a effectivement des échecs où je me dis a posteriori: «Mais qu'est-ce que j'étais con, mais c'est pas vrai, j'ai pas quand même commis ça» et pourtant si. Heu je repense à des rendez-vous clients où finalement, en étant absolument mal préparé, j'ai fini même par être presque insultant pour le client. Le temps même de rentrer, de mon rendez-vous, j'arrive à mon bureau et tiens, je vois mon manager qui m'attend, dans le couloir et qui me demande innocemment: «Alors Norbert, comment ça s'est passé?» Et d'ailleurs là, je me suis dit: «Tiens, je suis à un carrefour, qu'est-ce que je fais?» Je lui dis la vérité, comme quoi ça s'est très mal passé, que j'ai fait d'énormes erreurs, où je lui dis: «Oui, bon, faut voir, on va voir la suite» et finalement, je prends l'option de lui dire: «Ben, en fait, c'est pas que je crois, j'ai commis une énorme erreur» et là-dessus, mon manager me dit: «Je sais, le client m'a déjà appelé». Alors bien sûr, je me suis fait dégager du compte, il a fallu le donner à un autre commercial, mais je trouve que pour le manager, d'entendre un manager reconnaître ses erreurs, Mmh, bien sûr que c'est embêtant les erreurs. Bien sûr qu'il y a des erreurs qui peuvent même être des fautes. Et je ne veux pas plaider le faute avouée à moitié pardonnée, c'est même pas ça l'idée. C'est que, surtout, puisqu'on a la faute qui est là, traitons-la, gérons-la. Tirons-en un feedback, tirons-en quelque chose de positif pour éviter de la reproduire par la c'est suite. ça. Alors que le mensonge, le déni de l'erreur ou de l'échec, c'est la pire chose puisque c'est exactement ce qui va nous conduire à la reproduction de l'erreur. Faire une erreur, ce n'est qu'un carton jaune. C'est la reproduction de l'erreur qui fait le carton rouge. C'est Donc, ça. commettre des cartons jaunes, oui, ça peut arriver, le moins souvent possible tant qu'à On est faire. d'accord. Mais le fait d'en avoir, c'est pas ça qui est grave. C'est la reproduction de C'est la l'erreur. répétition et c'est de pas utiliser ce feedback pour corriger le tir et tu vois, quand moi je suis en entretien, eh bien, j'aime les candidats qui sont en train de me dire: «Bah, moi, je me suis complètement vautré sur ça» ou «Là, j'ai pas du tout réussi ça» et je leur pose la question: «Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris et compris?» et et là se lance une autre comment? Communication, un autre échange qui est sur le savoir de la situation et qu'est-ce qu'ils ont extrait et très souvent, bah, les 40 qui me parlent de leur erreur me parlent aussi de leur réussite a posteriori suite à cet apprentissage-là. Donc du coup, ne nous privons pas des expériences, arrêtons d'être focus sur le fait de ne pas réussir à quelque chose, intégrons ça comme tu dis, on a le droit de faire des cartons jaunes. Par contre, la plus grosse bêtise, c'est transformer le carton jaune en carton rouge. Parce que là, c'est dramatique dans le milieu de l'entreprise, mais même au niveau de nous, hein, de notre congruence Exactement. d'hommes et de femmes. C'est-à-dire d'être, de toujours avoir ce présupposé en tête. Il n'y a pas d'échec, il y a un feedback qui me permet de m'améliorer. Et c'est ça qui est assez, dingue, c'est qu'on observe dans notre vie de tous les jours le fait que la reconnaissance de l'échec est plutôt une marque d'intelligence. Et c'est même d'ailleurs le bon moyen de sortir d'une situation un peu délicate. Je veux prendre l'exemple, par exemple de Samsung, le fabricant de Mmh. smartphones, sur le Galaxy S9, j'espère ne pas me tromper, qui à un moment donné prenait feu spontanément. Oui, Il y a eu 1 cas, 2 cas. Bon, alors tant que c'est très limité, on peut toujours penser qu'il y a eu un choc ou quoi que ce soit. Puis quand il y en a eu des dizaines, des centaines, Samsung a fait un rappel intégral, des remboursements ou des échanges standards pour le modèle S10 qui a suivi, qu'il a fallu sortir en urgence et qui n'avait pas le même défaut. Et là-dessus, Samsung a été particulièrement intelligent en faisant un communiqué de presse en disant: «On a merdé, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon sur telle et telle chose, on a cru bien faire en faisant ça et c'était une erreur. Du coup, maintenant, nous ne le faisons plus et voilà comment cette transparence mmh, est finalement un vrai signe de force et pas d'aveu de faiblesse, mais plutôt de preuve d'intelligence pour repartir.» Ça me fait d'ailleurs dire, c'est intéressant que nos hommes politiques reconnaissent aussi souvent leurs erreurs. Non, jamais. Quelle que soit la situation, aussi merdique soit-elle, ça s'est toujours bien passé. C'est dingue, c'est systématique. Et du coup, quelle est la légitimité que nous leur accordons?
Et en disant ça, je n'ai même pas besoin de désigner un bord politique ou un autre. Mmh. J'attendais vraiment avec délectation la petite punchline, le petit truc qui allait arriver, mais c'est ça en fait. Donc en fait, dans cet épisode, eh bien, on a vu que tout peut être réutilisé dans une... Tout doit être réutilisé. Ouais. Au niveau commercial, l'analyse des échecs porte un nom que j'aime pas trop, mais au moins c'est explicite, l'analyse post-mortem. Ça y est, l'affaire elle est morte, elle est perdue, alors qu'est-ce qu'on en retire? L'analyse systématique, ce qui n'exclut pas non plus l'analyse des succès, Oui. parce que bâtir la recette, la modélisation des succès, ah ouais, ça c'est quelque chose à faire. Comme modéliser les profils de négociateurs, comme modéliser les matrices de prise de décision, voilà des modélisations qui sont très intéressantes parce que justement elles sont tirées d'une expérience qui permettent de conclure une sorte de règle générale pratiquement universelle. Eh bien, dans cet épisode, on a vu un point important que je vous demande, moi, d'intégrer dans votre quotidien de dirigeant, de manager, de leader, pour incarner encore plus votre posture, pour gagner en légitimité, pour gagner en confiance en vous aussi, parce que en intégrant ces échecs, vous allez intégrer les apprentissages, vous allez intégrer des connaissances, des indicateurs qui vont vous permettre d'atteindre des objectifs. On en reviendra sur la notion d'objectif ensemble, Norbert. J'ai écrit un livre là-dessus qui parle de devenez maître de vos objectifs avec une structure. Et on parle aussi des échecs à un moment donné dedans, avec la perte et le gain. Mais autorisez-vous à faire, pour reprendre cette phrase, ces analyses post-mortem des situations et de regarder qu'est-ce que vous pouvez apprendre et comprendre de ces situations pour en sortir grandi et être des managers, des leaders, des dirigeants vraiment incarnés. On a été ravis ensemble de partager avec vous sur ce thème. J'espère que ça va vous inspirer. Mettez 5 étoiles pour que notre podcast soit entendu par le plus grand nombre. Posez-nous toutes les questions que vous voulez sur la chaîne YouTube. On se fera un plaisir de répondre et on vous dit à très bientôt.